Bonjour, et aujourd'hui, compte rendu de partie de jeu de rôle, parce que oui, bon, je vais tenter le truc. Mais les conditions de cette nouvelle partie, campagne, scénario, on verra, à raison d'une séance hebdomadaire, m'empêchent sans doute de faire des comptes rendus aussi détaillés que ceux que j'ai publiés jusqu'à présent sur ce blog et sur cette chaîne, pour Imperium, Six voyages en Extrême-Orient et l'appel de Cthulhu. Je vais donc essayer de faire plus court, ce qui serait pas plus mal, hein, mais en fin de compte, je sais même pas si je suis arrivé, donc ça reste assez long. Et donc, Deadlands Reloaded. J'ai intitulé la campagne, donc je mets des guillemets, donc parce que je ne sais pas encore exactement jusqu'où nous irons, hein, ça sera fonction des désirs de chacun. J'ai intitulé la campagne The Great Northwest, en référence au Trail Guide du même titre que l'on trouve dans Trail Guides Volume 1. Cependant, le début empruntera essentiellement à la campagne Stone Cold Dead, mais seulement à ses premiers temps, ainsi qu'au bac à sable autour de Crimson Bay. Et je vais pas mal retoucher tout ça en y incluant probablement des éléments de Coffin Rock par exemple, et d'autres choses encore, en attendant le cas échéant de me lancer dans le mini plot point de The Great Northwest intitulé The Winter War. La partie commence donc à Crimson Bay, Oregon, état faisant partie du Great Northwest et de l'Union. Mais la ville portuaire de Gamblin Joe Wallace se trouve au sud de ce territoire, à la lisière de la Californie, ou de ce qu'il en reste depuis le grand tremblement de terre, donc le grand labyrinthe. Les hivers n'y sont donc pas aussi rigoureux que davantage au nord. De toute façon, j'ai situé le point de départ du scénario en automne, et plus précisément en automne 1880, dans l'optique de The Great Northwest et contre celle de Stone Cold Dead. Cela implique un changement notable par rapport à la campagne de création française. La guerre de sécession a pris fin, avec des guillemets, même s'il serait plus exact de parler d'interruption. Un cessez-le-feu a été conclu entre l'Union et la Confédération, mais les tensions sont toujours vives, et le massacre pourrait reprendre du jour au lendemain. Ce cadre temporel différent a son importance concernant Crimson Bay, dans la mesure où la fortune de la ville repose sur l'usine de munitions de Gamblin Joe Wallace. Pour le maire, ce cessez-le-feu est une très mauvaise nouvelle qui affecte lourdement son carnet de commandes, l'Union étant son principal client. D'où ses tentatives pour trouver d'autres sources de richesse et assurer la pérennité de sa ville, que ce soit via le grand tournoi de poker qu'il organise dès le début de la partie à fin promotionnelle, ou en réfléchissant à la place de Crimson Bay dans les grands réseaux ferrés, autant dire dans la guerre opposant les barons du rail. Les PJ ont été créés par les joueurs en séance collective, via Roll20 et TeamSpeak, nous jouons en virtuel. Je vais me contenter d'un résumé très lapidaire, le cas échéant je verrai ultérieurement s'il faudra en dire davantage. Béatrice Trixie Myers est une huckster. Elle a été élevée par ses parents musiciens dans un bordel, avec Danny et Rafaela, sans être elle-même prostituée. Toutefois, il y a quelques années de cela, elle a connu un terrible traumatisme en Oklahoma suite à une attaque du coyote qui l'avait contrainte à se retrouver enfermée dans un fort où l'on a abusé d'elle. Cette dramatique expérience lui a en même temps révélé tout son potentiel magique, mais elle en est aussi ressortie un peu fêlée. Elle est convaincue que les barons du rail implantent des sortes de puces, comme elle les appelle, dans la tête des gens pour les contrôler. Danny, ou La Chope, a un profil de bagarreur. Lui aussi a été élevé dans le même bordel que Béatrice et Rafaela, et sa stature en fait un videur de choix. Depuis, toutefois, ce brave homme a beaucoup bourlingué, cherchant du travail au petit bonheur la chance un peu partout dans l'Ouest étrange. Homme à tout faire, il a tout fait. Mais il est aussi porté sur la boisson et totalement illettré. En début de partie, il est séparé des autres PJ. Nicholas D. Wolfhound, Trinité, ne passe pas inaperçu dans son costume de prêtre rapiécé, surtout parce qu'il traîne toujours derrière lui une grande et lourde croix dans laquelle il dissimule ses armes avec lesquelles il entretient une relation fusionnelle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Car Nicolas, s'il cite plus ou moins bien la Bible en permanence, n'est pas le pasteur qu'il prétend, mais un redoutable pistolero. Ses motivations sont mystérieuses, mais il a bien une némésis, une sorte de chaman indien au pouvoir terrifiant. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'un des deux tue l'autre. Rafaela Venegas de la Torre est une élue, mais depuis assez peu de temps. Elle a été élevée dans le même bordel que Béatrice et Dany, mais sa mère, une prostituée cette fois, a tout fait pour qu'elle ne connaisse pas le même sort, quitte à user d'une ruse déconcertante en faisant passer sa fille pour un garçon. Raffi, plus tard, a été engagé en tant que valet au service des Weddington, et plus particulièrement de Warren, qui avait grand besoin de ce qu'on s'occupe de lui, tâche à laquelle elle s'est attelée avec une maniaquerie caractéristique. Les deux ont finalement noué des liens particuliers, mais surtout après qu'une expérience du jeune savant, Raffi l'assistant également dans ce domaine, a mal tourné. La jeune femme n'a plus jamais été la même depuis l'explosion. Elle a désormais des visions de la Vierge de Guadeloupe qui guide ses pas, la conduisant là où ses miracles sont requis. Warren s'est attaché à ses pas rongés par la culpabilité. Pour lui, ces visions résultent d'un traumatisme lié à l'explosion. Pourtant, Raffi est véritablement une élue, pour qui le combat n'est jamais une solution.
Warren Woodington a un profil de savant fou. Issu d'une bonne famille de l'Est, le jeune homme n'est guère pragmatique ni très à l'aise en société. L'assistance de Raffi était doublement bienvenue à cet égard. Mais c'est un scientifique brillant et totalement irresponsable. Ses expériences autour de la roche fantôme dans bien des champs différents ont suscité des résultats divers, parfois très enthousiasmants, et au moins une grosse explosion dont Raffi et lui-même ne sont sortis vivants que par miracle. Mais si l'élu y a acquis la confiance de la Vierge de Guadeloupe, Warren, lui, a depuis une relation étrange avec les deux bras mécaniques de son harnais dorsal, qu'il appelle Roselyne et Hippolyte. Il leur parle, et des fois il a l'impression qu'ils prennent des initiatives d'eux-mêmes. Allez, c'est parti. Au fil de leur pérégrination, les PJ ont tous entendu parler de la ville de Crimson Bay. Pour des raisons éventuellement variées, c'est l'endroit dont on parle. Partout. Il ne fallait plus grand-chose dès lors pour les inciter à s'y rendre. Une vision de Raffi indiquant qu'il y avait là-bas quelque chose de très très louche à prendre en compte, sans plus de précision. Elle a déjà eu ce genre de visions qui se sont toujours avérées fondées par le passé. Ou le désir de Béatrice de se renflouer à l'occasion du grand tournoi de poker organisé par le maire de la ville, Gambling Joe Wallace, avec une récompense hors du commun, même si elle n'a même pas de quoi s'inscrire, ont achevé de les convaincre qu'il fallait s'y rendre. Le voyage prend du temps, mais le groupe, hors Danny, qui n'est pas encore entré en scène, habitué à ce genre de périple, parfois très long, dispose d'une sorte de petite diligence très simple que Raffi conduit et qui abrite Warren et Nicolas, lequel se considère endetté à l'égard du savant fou et de l'élu. Béatrice a son propre cheval, ainsi que Danny de son côté. À l'approche de la ville, le tableau que leurs interlocuteurs avaient fait aux personnages se confirme en tout point. La ville est relativement petite, entre 700 et 1000 habitants à vue de nez, et visiblement très récente, la ville champignon typique, mais remarquablement active et très bien équipée. L'usine de munitions à l'extérieur de la ville, au nord, attire l'attention de Warren, qui remarque aussi qu'une autre fumée s'élève, cette fois de la ville même, vers le nord-est, évoquant une autre usine de bonne taille. Les rues, ou en tout cas la rue principale, sont bondées, avec un trafic important de piétons, de cavaliers et de véhicules, tout particulièrement ceux qui font la navette entre l'usine de munitions, la gare et le port, un peu excentré à l'ouest. Il leur faut s'installer avant toute chose, même si Béatrice, au fait de la réputation de paternalisme de Gambling Joe Wallace, qui aime rencontrer en personne les nouveaux venus dans sa ville, a hâte d'aller à sa rencontre, ce qu'il lui faudra de toute façon faire pour s'inscrire au tournoi de poker, qui doit débuter dans une dizaine de jours. Les personnages suivent les indications des passants et se rendent à l'atelier conséquent du maréchal ferrant Tom Jenkins pour y laisser diligence ses chevaux en de bonnes mains. Un gamin qui fait office d'apprenti renseigne les PJ sur les possibilités de logement, mais en recommandant tout particulièrement, il y a de toute évidence un intérêt, le Washington, l'hôtel des Johnson, juste à côté de l'atelier. Le Gold Digger, où aura lieu le tournoi de poker, est également envisageable, mais bien plus cher, et la pension n'intègre pas les repas. Raffi se décide donc, et les autres avec, c'est elle qui gère ce genre de choses, pour le Washington. Une grosse surprise en pénétrant dans l'hôtel, parmi les clients engloutissant leur déjeuner dans la salle de restaurant, Béatrice et Raffi repèrent un homme qui ressemble beaucoup à leur copain d'enfance Danny. Sans vraie certitude cependant, et toujours très sérieuse, Raffi entend d'abord s'occuper de la réservation des chambres, les éventuelles retrouvailles, ce sera pour plus tard. Il s'agit bien de Danny, qui quant à lui n'a pas encore fait attention à elle. Il a été attiré en ville par les opportunités de travail, dont une auprès du shérif Russell Drent. Il a un entretien de prévu dans l'après-midi. Cela fait quelques jours qu'il est arrivé en ville, où il a déjà tâté le terrain en prenant quelques solides cuites au passage. Il avait mis un petit pécule de côté, qu'il entame progressivement avec une certaine insouciance. En fait, il est plus en fond que les autres. Raffi s'occupe donc des chambres, subissant le baratin commercial de Mr. Johnson qui loue notamment la cuisine de son épouse. Raffi essaye cependant de négocier le prix de leur séjour, et l'hôtelier se crispe aussitôt, davantage suspicieux, d'autant qu'il fait davantage attention à ses clients potentiels et à leur allure parfois déconcertante. Mais Rafaela ne fait pas de manière, réserve 3 chambres pour la semaine en pension complète et paye un acompte conséquent. Danny avait déjà sa chambre en pension complète. Warren en profite pour demander à Mr. Johnson à quoi correspond cette fumée d'usine qu'il avait perçue en arrivant. Ce sont les Chinois. Non, non, pas une fumerie d'opium quand même, même s'il y en a. C'est la blanchisserie de Mr. Fong, qui, oui, tourne comme une usine, à toute heure du jour ou de la nuit. Faut dire, elle s'occupe des effets de tout le personnel de l'usine de munitions. Mais bon, mieux vaut ne pas traîner par là-bas, hein, c'est chez les Chinois. Mais c'est donc l'heure des retrouvailles entre Béatrice, Rafaela et Danny. C'est Béatrice qui prend l'initiative, en payant d'office une bière à son vieux compagnon, tout éberlué, et qui ne reconnaît d'abord pas sa vieille amie. Mais ça lui revient et il est ravi, et expansif. Ces démonstrations de joie attirent les regards interloqués des clients du restaurant. Ils échangent leurs souvenirs, avec une certaine pudeur pour les moments les plus dramatiques. Raffi les rejoint à son tour, elle est très heureuse elle aussi, ainsi que Warren et Nicolas. Béatrice fait les présentations. Et Warren, d'abord sceptique au regard de la mise de Danny,
se souviendra très longtemps de la poignée de main virile du bagarreur. En quête de travail, Danny a toutefois parlé aux autres de son entretien avec le shérif un peu plus tard. Béatrice, qui avait déjà proposé ses services à Tom Jenkins sans vrai résultat, offre à Mr. Johnson de travailler comme serveuse au Washington. Mais l'aubergiste a l'air un peu sceptique, voire sarcastique, quant à ses qualifications. Mais peut-être il va en parler à sa femme. Warren s'est posé des questions du même ordre. Peut-être pourrait-il offrir ses services d'ingénieur à Gamblin Joe Wallace pour son usine de munitions. Wallace sera présent lors de l'entretien de Danny avec le shérif Russell Grant, visiblement en quête d'adjoint, au moins à titre temporaire. Que Warren l'accompagne, il en profitera. Nicolas va se joindre à eux, tout le monde en fait. Même Rafaela, qui songe quant à elle à faire le tour des barbiers de la ville, elle se débrouille très bien avec des ciseaux. Mais tous se rendront au Gold Digger pour voir Drent et Wallace. Danny et Nicolas, dont ce n'est pas forcément dans les habitudes, prennent soin de leur personne en profitant d'un bon bain et en rectifiant leur mise avant de se rendre à l'entretien d'embauche, qui sera tout autant la rencontre avec le maire de la ville, lequel apprécie notoirement de pouvoir appeler par leur nom tous ses concitoyens. Le Washington est un établissement tout ce qu'il y a de respectable, mais le Gold Digger s'affiche clairement comme constituant la classe au-dessus. Sa luxueuse devanture noire ornée de dorures, à l'anglaise, est pour le moins surprenante dans une ville pareille. Alors que les PJ sont sur le point de pénétrer à l'intérieur, 3 hommes costauds sortent assez précipitamment et l'air mal à l'aise. Ils se dévisagent en chuchotant, et Nicolas comprend leurs paroles. Pas question de bosser pour ces 3 tarés. Il ne s'attarde pas. Nicolas, suspicieux, transmet à Rafi, qui transmet à Danny. Le job a l'air louche. Quand les PJ entrent dans le saloon, le silence se fait. Il y a foule et on les dévisage, surtout Nicolas avec sa croix. Mais le regard des PJ est attiré surtout par une première table tout près avec 3 chaises de libre. En face, assis, Danny reconnaît le shérif Russell Grant, ainsi que Gamblin Joe Wallace qui reste quant à lui debout un peu en arrière. À une autre table un peu plus à l'écart sont assis 3 hommes de forte carrure, et plus hideux les uns que les autres. En d'autres circonstances on parlerait d'un air de famille, mais d'une famille lourdement consanguine. L'activité reprend bientôt. Danny s'approche de Drent et Wallace, Wallace il les salue et il prend place devant eux. Wallace l'appelle par son prénom. Il s'enquiert de ses compagnons, leur souhaitant la bienvenue, tout en faisant, comme tout le monde à Crimson Bay, l'éloge de sa ville. Warren identifie aussitôt en lui un homme de la côte Est, mais qui a su s'adapter à l'Ouest. Sans absolument rien de snob, il a quelque chose d'un self-made man, franc du collier et autoritaire, ouvert aux autres cependant, mais sans doute sévère s'il a un abord souriant. Cela met le savant fou en confiance, qui se présente comme un ingénieur. La conversation enjouée de Wallace s'adapte aussitôt à son interlocuteur. L'usine, les machines, le réseau ferré. Warren est enchanté. Quittant aussitôt son diplôme d'ingénieur au maire, celui-ci y jette un œil, mais quand la conversation dérive sur les emplois de la Roche Fantôme, Wallace se montre plus réservé. Il se méfie des Hellstrom et compagnie, mais il n'ira pas contre la marche du progrès. Cependant, la prospection n'a pour l'heure rien donné dans la région de Crimson Bay. Mais Wallace ne peut pas consacrer beaucoup de temps à chacun. Il passe à Nicolas, puis Rafi, il semble hésiter à dire monsieur ou madame, enfin à Béatrice, qu'il détaille, un peu hésitant. Elle prend les devants et parle aussitôt du tournoi de poker. Drent, jusqu'alors mutique, prend à son tour la parole. Vous êtes une joueuse professionnelle ? Il appuie visiblement sur le terme et la fixe d'une manière assez désagréable. Danny s'est assis. D'autres sont-ils intéressés pour ce travail d'adjoint ? Il y a 2 autres places. Rafi s'assit à son tour. Les autres se rendent à une table à côté. Drent explique le boulot. Le tournoi va attirer beaucoup de monde. La ville est sûre, et il a déjà des adjoints en nombre, mais il lui faut prendre les devants car il y a beaucoup de choses à protéger à Crimson Bay. Il offre au PJ de s'occuper d'une petite affaire qui l'ennuie, mais pour laquelle il ne peut pas se permettre de détacher des effectifs officiels. S'ils s'en tirent bien, ils pourront être faits adjoints, au moins le temps du tournoi, éventuellement au-delà si ça leur dit. L'affaire porte sur les cousins Sennington, les 3 hommes répugnants qu'il désigne d'un bref mouvement de la tête. Des types bizarres, mais importants. Ils tiennent le seul grand ranch des environs et du coup assurent presque à eux seuls l'approvisionnement en viande de Crimson Bay. Sinon, il faut passer par la gare ou le port, c'est de suite autre chose. Or, ils ont un problème. 3 de leurs bêtes sont mortes dans des circonstances un peu étranges. Il s'agit donc d'identifier la raison de ces pertes et d'y mettre un terme. Wallace intervient. Un des intérêts de sa ville, c'est que l'on ne s'attarde pas outre mesure sur le passé des résidents. À Crimson Bay, tout recommence. Puis il se retire en arrière à nouveau. La paye est bonne, mais fonction de comment l'affaire sera réglée. Ceci outre la possibilité de devenir adjoint. Danny et Rafi, qui se demandent s'il n'y a pas là un lien avec sa vision, acceptent le job. Il est un peu tard, Drent leur suggère de se rendre à la ferme des Sennington le lendemain matin. Rafi seul se rend à la table des cousins Sennington, se présente et explique le contrat conclu avec le shérif. Ils se consultent, puis que les enquêteurs se rendent chez eux vers 10 heures.
Après, ils ont des trucs à faire en ville. Leur ferme se situe à l'est, mais ils la trouveront facilement. En fait, ils sont sans doute passés non loin en arrivant à Crimson Bay. Danny explique aux autres PJ l'affaire. Warren, même si c'est à titre officieux, offre de les accompagner. Béatrice et Nicolas sont d'eux-mêmes. Danny leur fait remarquer, perplexe, qu'ils ne seront du coup pas payés, mais bon. Raffi et Nicolas considèrent de leur devoir de se rendre au plus tôt, de rendre plutôt une petite visite à l'église de Crimson Bay, très récente et conduite à l'initiative de Gamblin Joe Wallace, qui considérait qu'il était bien temps que sa ville dispose d'un lieu de culte. Son desservant est le père Denis O'Hara, visiblement très apprécié de ses ouailles, un Irlandais expansif et passablement rougeau, d'un naturel joyeux et qui ne dit jamais non à un petit verre. Des enfants jouent dans un petit parc devant l'église, surveillés par leur mère qui échange en même temps des potins. À l'intérieur, la décoration est sobre mais de bon goût. Le père Denis O'Hara les accueille avec un grand sourire et l'air déjà un peu imbibé. Il accueille ses nouveaux paroissiens avec enthousiasme, donnant de vigoureuses tapes amicales dans le dos de Nicolas. Blagueur, le prêtre demande à ce dernier s'il compte lui prendre son job, mais ce n'est pas le cas. Toutefois, les deux se livrent à une petite joute de citations bibliques, authentiques, pointues même parfois, mais plus ou moins à propos. Nicolas a tout de même un abord plus sévère. Le père O'Hara condamne assurément le péché, mais avec davantage de bonhomie et d'empathie. Il ne cesse de louer par ailleurs le maire Wallace, c'est grâce à lui qu'il y a cette église. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais ce bon Wallace, c'est ce riche-là. Sa conversation avec Raphaël est plus décontractée. Elle évoque les cousins Sannington, le père O'Hara relevant qu'ils ne viennent pas très souvent à ses services, cela. Mais non, ce n'est pas très charitable de sa part. Ce sont surtout des gens qui n'ont pas de chance, au fond. Il ne sait rien de l'affaire concernant leur bétail. Raffi s'éloigne alors pour prier. Le père Denis O'Hara comptait aller boire un verre au Gold Digger. Je suis prêtre, mais je suis aussi irlandais. Si le père Nicolas veut l'y accompagner, ce n'est pas le cas. Plus tard, peut-être. Sinon, eh bien, la maison de Dieu est toujours ouverte à ses fidèles. Mais avant de se retirer, le père O'Hara ne manque pas de remarquer la croix de Nicolas, lequel s'explique, en l'empêchant d'y toucher. Matthieu, chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Le pasteur de Crimson Bay n'insiste pas. Je ne vais pas vous accuser d'idolâtrie, on vient à peine de se rencontrer. Sur un nouvel éclat de rire et une nouvelle grande table dans le dos de son collègue, il quitte l'église, prenant la direction du Gold Digger. Raffi et Nicolas, laissés seuls dans l'église, échangent leurs impressions. Le père O'Hara est peut-être un peu trop dévot concernant le vin de messe, mais il a l'air d'un homme bon. Les enfants qui jouent devant l'église incitent Nicolas à lui accorder la confiance que mérite un bon prêtre. Tous deux prient avec application, pour leurs amis, la ville, le prêtre et son goût pour la boisson. Pendant ce temps, Danny, qui avait une petite soif, s'est rendu au Red Beer, un bouge davantage dans ses moyens que le Gold Digger, et y a entraîné Béatrice et Warren, qui avaient un peu lourdement réquisitionné du temps de Wallace, lequel a fini par lui dire d'aller faire un saut à l'usine un de ces jours. Il y est le matin, l'après-midi, il gère ses affaires en ville. Le scientifique pied tendre détonne particulièrement dans cet environnement. Mauvaise bière à foison, odeur qui traîne lourdement, partie de poker nerveuse et qui pourrait dégénérer pour un rien, grands éclats de voix et menaces pour rire ou très sérieuses, coups de poing qui volent sont toujours prêtés davantage à conséquence, mais faut voir, ce genre de choses. Danny apprécie tout particulièrement, c'est son monde. Quant à Warren, il est venu par curiosité. Béatrice obtient que le patron, Jeff Liston, une montagne, à l'évidence un trappeur, le nom du saloon est éloquent, les nombreux massacres d'ours accrochés au mur borgne aussi, en obtenant donc que le patron Jeff Liston serve à Warren une bière drastiquement coupée à l'eau, une version fillette comme il appelle ça, qui suffira pourtant à le rendre joyeux. Béatrice jette un œil aux parties de poker de la table à côté. Quand un joueur est finalement séché sous les rires gras de ses compères, la huckster offre de prendre sa place. La tricheuse n'en fait pas trop, juste de quoi se renflouer un peu sans trop exciter la suspicion et la colère des autres joueurs. Qu'elle soit une femme n'est probablement pas sans incidence sur leur calme relatif, avec un autre les coups auraient pu voler après quelques mises. Warren et Danny font connaissance autour de leur verre, échangeant leurs souvenirs et impressions. Raffaella constitue un bon prétexte, mais la conversation va bientôt au-delà. Vraiment, monsieur Danny, votre idée est excellente de boire de la roche fantôme. Il faudra nous livrer à cette expérience. De temps à autre, Béatrice, depuis la table à côté, glisse un mot dans leur conversation, dont quelques remarques qui mettent les autres joueurs de poker un peu mal à l'aise sur les puces qui déconnent dans le cerveau des gens et qui les font déconner. Ce qui expliquerait le comportement religieux de Raffi. Danny est vite largué par les délires des deux autres. D'autant plus quand Warren lui présente Roselyne et Hippolyte. Danny croyait tout d'abord que Warren désignait ainsi ses parents. Quand le savant fou libère les bras mécaniques de son harnais, on le regarde très bizarrement dans tout le bouge. Liston ne le quitte dès lors plus de l'œil. Mais Béatrice calme le jeu. Ce ne sont que des outils, rien à craindre.
Ce n'est qu'un cyclo des assembleurs d'intégrité structurelle, ajoute Warren, pour rassurer tout le monde, ce qui ne rassure personne. Il est décidément très joyeux. Entre alors dans le bar un type qui attire à nouveau sur lui tous les regards. C'est Shane Atherton, un adjoint du shérif, accompagné de deux subalternes. Danny ne le sent pas depuis la première fois qu'il l'a vu. Atherton, avec son sourire de cheval caractéristique, salue Jeff Liston, qui n'a pas exactement l'air enchanté de le voir dans son saloon, mais le traite comme le client qu'il est. Les trois hommes s'installent à une table en faisant dégager le précédent occupant, complètement bourré et ensommeillé, qu'il balance dans la rue. Warren a de toute façon d'autres préoccupations. Il propose à Danny de faire un bras de fer avec Roslyn. Le bagarreur croyait d'abord que le moustique se proposait lui-même pour un bras de fer, ce qui l'a fait exploser de rire. Sa machine alors? Mais il va le casser son joujou. Warren en doute, il est en acier fantôme. Mais cela, personne en dehors de lui ne le sait et il le garde pour lui. Sauf que Danny, qui a une sacrée expérience en la matière, prend Roslyn de vitesse et l'emporte en une seconde. Le bagarreur est hilar et Warren stupéfait. Pas de dégâts cependant. L'assistance, incluant Atherton, n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Nicolas et Raffi les rejoignent, le premier attirant comme toujours l'attention. Mais finalement, dans un endroit pareil, la robe de prêtre détonne sans doute, mais les gens sont venus pour boire, jouer et se battre, le reste c'est pas leurs oignons. Mais les nouveaux venus sermonnent les buveurs, ils ont affaire le lendemain, il est bien temps de rentrer au Washington. Danny encaisse l'alcool, bien sûr. Mais pas Warren, même sa bière coupée. Il tangue dans les rues et s'effondre bientôt pour vomir tout son sou. Après quoi ils vont tous se coucher, Rafaela prenant tout de même le temps de rattraper la tenue de Warren. Le lendemain, à l'heure prévue, et après s'être soigneusement préparés, les PJ se rendent au ranch des cousins Sannington, à quelques miles à l'est de la ville. La région est assez vallonnée, avec de nombreux bosquets. Pas encore les grandes forêts typiques du Grand Nord-Ouest, mais c'est tout de même assez boisé. Un grillage sommaire entoure la propriété. Nicolas, en chemin, évalue le passage sur cette route. Pas grand-chose à noter, simplement des traces de roues, toujours les mêmes. Au cœur du ranch, la maison des cousins Sannington ne paye pas de mine. Elle paraît même petite en comparaison avec l'immense grange, même très mal entretenue, qui se trouve à côté. Une charrette est prête à partir dans la cour devant le logis, en mauvais état elle aussi, visiblement celle des cousins Sannington eux-mêmes, qui ont donc affaire en ville. Elle correspond aux traces relevées par Nicolas. Personne ne sort pour les accueillir. Raffi descend de la charrette, suivi par Danny, et va toquer à la porte de la ferme des cousins Sannington. L'un d'entre eux leur ouvre, impossible de dire lequel. Il explique un peu laborieusement que les cadavres des trois bêtes sont dans la grange, tout au fond. Ils doivent se rendre à Crimson Bay, que les PJ règlent le problème en leur absence. Chuck, oui, on y va. Les deux autres suivent le premier, impossible de les différencier. Ils montent tous à bord de leur charrette sans chargement notable et s'en vont sans un mot de plus. Raffi a à peine le temps de leur demander où ils ont trouvé les carcasses. On leur donne des indications plus ou moins précises dans les pâturages. Ce sont trois endroits différents. Danny s'est déjà dirigé vers la grange. Pas besoin de voir les cadavres à l'intérieur, ça empeste. Warren n'a pas l'estomac assez solide pour affronter l'odeur, il préfère rester à l'extérieur. La grange est dans un état déplorable. Les cousins Sannington sont censés y abriter leurs bêtes par temps de pluie, par exemple, mais ce n'est sans doute pas très efficace. Nicolas s'étonne en passant du peu de matériel qui y est entreposé, notamment au regard de la question de l'abattage des bêtes, puisque les Sannington sont supposés approvisionner Crimson Bay en viande. Rien de la sorte ici. Ce qui intrigue également Raffi. Nicolas relève aussi que certains box vides sont visiblement destinés à accueillir des chevaux, ainsi qu'en témoignent les empreintes de fer, mais au nombre de 5 ou 6. Or, la charrette des Sannington est un attelage à 2 chevaux seulement. Il n'y a pas de bêtes vivantes à l'intérieur, mais il y a bien 3 carcasses, récentes, mais ça pue quand même la charogne. Nicolas examine les dépouilles sans spécialement les manipuler. Les 3 bêtes ont toutes un grand trou de la taille d'un poing au niveau du ventre. Béatrice touche une des bêtes, faisant appel à son pouvoir de pressentiment. Elle n'en obtient qu'une vision presque abstraite d'une vache isolée qui commence à tanguer, puis une grande explosion se produit au niveau de son ventre. C'est clairement quelque chose qui sort de l'intérieur du corps. Trixie l'explique à ses camarades et Nicolas est en mesure de le confirmer. Raffi sort de la grange en quête d'une bête vivante. Elle veut faire appel à un miracle d'ami des bêtes. C'est plutôt destiné à contrôler les animaux, pas à parler avec eux, mais Raffi obtient tout de même indirectement une direction approximative où la vache refuse instinctivement de se rendre, du côté d'un bosquet situé au sud de la propriété. Elle le signale aux autres et ils partent ensemble dans cette direction. Danny, déjà étonné par ce que venait de faire Béatrice, ne comprend absolument rien à ce qu'a fait son autre vieille copine Rafaela. Elles ont changé. Mais il a relevé quelque chose qui a échappé aux autres, en raison de son expérience passée de cow-boy. Les bêtes des Sannington portent des marques différentes. Tout indique que ce bétail, au moins en partie, a été volé. À suivre.